Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en live avec le docteur Malafré de l'Institut Marquès pour parler des échecs d'implantation. Alors on a déjà tenté le live la semaine dernière, il a été impossible de se connecter ensemble, donc du coup on retente aujourd'hui. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. D'ailleurs j'ai noté celles que vous aviez envoyées. Voilà, toutes vos questions sur les échecs d'implantation. Alors, je viens de voir Anna se connecter. Je vais t'accepter en espérant. On croise tous les doigts que ça fonctionne. Alors, j'ai accepté sa demande. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça va, je t'entends. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Parce qu'il y a eu ça aussi comme problème la semaine dernière, à savoir est-ce qu'on s'entendait tous bien? Donc, si vous nous entendez pas, dites-le nous. Si vous nous entendez, dites-le nous. En tout cas, dites-nous si ça fonctionne bien de votre côté. Bon, personne ne dit rien, donc Oui, 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 on on imagine entend. qu'il y On a un entend, pouce, on donc entend, c'est bon. ça arrive. C'est bon, oui, on entend. Super, merci beaucoup. Bon, bonjour Anna, comment ça va? Bonjour Émilie, merci de nous avoir invités pour ce live. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler donc des échecs d'implantation. Voilà, On va- que ça soit avec n'importe quelle technique. On aurait dû faire le live la semaine dernière. Du coup, on l'a pas fait, il y a eu des bugs, mais entre-temps, j'ai récolté des questions. C'est bien ça. Donc voilà, le but de ce live, c'est de faire court, concis, pour que le replay soit pas trop long. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, comme ça on y répond rapidement. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne Bon, connaîtraient ben, pas? moi, je m'appelle Anna, je suis docteur Malafré, je suis gynécologue, spécialiste en PMA et je travaille à l'Institut Marquès ici à Barcelone. Et on collabore avec Émilie depuis déjà Deux quelques temps, ans. 2 ans, oui, ça passe très très vite. Et on fait des lives ensemble, on fait des journées PMET, on fait aussi un festival que ça va avoir lieu bientôt, le prochain. Et bon, ben, je suis ravie de cette collaboration. Je pense qu'on fait une très bonne équipe. Et je suis là surtout pour vous aider à résoudre ces questions que parfois, c'est des questions qui ne sont pas faciles à connaître ou à comprendre. Et on fait ça pour parler un peu de tous les petits soucis qu'on peut trouver en PMA. Alors, pour mettre des petites questions dans la boîte à questions, en bas du live, parce que j'ai déjà vu la question, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Ça, c'est la boîte à questions. Alors, du coup, déjà, pour faire simple et concis, est-ce que déjà tu peux nous donner des raisons d'échec d'implantation, sans rentrer dans les détails, mais nous dire quelles pourraient être les raisons d'échec d'implantation? Alors, la raison principale d'échec de nidation, très souvent, c'est à cause de l'embryon, d'accord? Parce que chromosomiquement, il n'est pas normal, c'est-à-dire il n'a pas les bons chromosomes pour donner lieu à un bébé et l'embryon se bloque et ça fait qu'il se bloque même avant de faire la nidation. Une autre des raisons très fréquentes, c'est les infections ou les inflammations. C'est-à-dire quand il y a une infection dans l'utérus, ce qu'on appelle une endométrite, qu'elle peut être chronique ou aiguë, ça peut faire que l'ambiance pour faire l'annulation ne soit pas la bonne. Et alors, l'embryon, il n'est pas accepté dans l'endomètre parce que c'est hostile. Il y a une infection, ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est une autre des raisons. Après, parfois, il peut y avoir, du point de vue un peu plus global, des troubles ou de thrombose, de problèmes de coagulation ou d'auto-immunité. D'accord? C'est beaucoup plus rare. Et principalement, ça, ce serait un peu les trois grands traits pour les échecs de nidation. Chacun a ses particularités, mais c'est les trois raisons pour qu'un embryon ne tienne pas d'habitude. Ok, alors là, on a déjà une question. Combien de tentatives avant qu'un embryon, enfin, combien en moyenne, combien on fait de transferts, donc de tentatives Pour de en parler. transfert avant que ça fonctionne? Alors ça dépend beaucoup de deux choses très importantes. Une, c'est l'âge de l'ovocyte, c'est-à-dire l'âge de la femme ou de l'ovocyte si on fait un don d'ovocyte.
parce que ça va tout changer. L'âge C'est pas l'âge de la femme au moment où on ponctionne l'ovocyte. Parce que si exactement vous là faites votre de ponction l'ovocyte. et que le transfert est 3 ans après, l'ovocyte a toujours 3 ans de moins. Exactement. Quand on parle de moins de 35 ans, ben, bien sûr, on commence à se préoccuper, pour le dire d'une façon, avec moins de transferts que si on a 43 ans, où on sait que peut-être 90 ou même plus des embryons vont avoir un problème chromosomique. D'accord? De toute façon, l'âge de l'ovocyte avec lequel on a créé l'embryon, comme disait Émilie, c'est important. Et l'autre chose importante, qu'en France, d'habitude, c'est pas faisable, mais en Espagne, oui, c'est est-ce que cet embryon a déjà été testé du point de vue génétique, chromosomique ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il a subi un DPI, un diagnostic préimplantatoire, avant de faire le transfert ou pas? Si on a fait le DPI et on sait que la cause embryonnaire est écartée pour d'une façon parce que chromosomiquement il est normal, ben, après le premier ou le deuxième échec, il faut qu'on commence à faire les études. D'accord? Sinon, pour la définition, quand on ne fait pas le DPI, parce que c'est un peu ce qui nous concerne peut-être plus en France, ben ça dépend. Si on a moins de 35 ans, on parle de 3 transferts. Si on a entre 35 et 39, parfois on parle de 4 transferts. Et après 39, même on parle après 6 transferts. Ce qui est quand même très douloureux, beaucoup de temps et beaucoup de traitements au milieu. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on va en PMA, l'échec de nidation, purement de nidation, ça représente moins d'un 5%. C'est-à-dire 85%, c'est raison chromosomique. Mais Alors là, il y a des questions dans la boîte à questions, juste pour que ça soit concis et que le replay puisse parler à tout le monde et que les gens puissent le regarder. On va répondre uniquement à des questions sur les échecs d'implantation. Si vous avez des questions sur le don d'ovocytes, sur le DPI, on a déjà fait des lives qui sont en replay. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces lives ou n'hésitez pas à nous envoyer les questions en privé. Mais là, pour aujourd'hui, je vais vraiment répondre aux échecs d'implantation parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Voilà, donc là, il y a des questions sur le DPI, les problèmes chromosomiques et tout ça. Moi, je vous invite à aller regarder le replay qu'on a fait sur le DPI et à nous poser vos questions en privé. C'était juste une aparté parce que sinon, on va dériver et on va plus être sur les échecs d'implantation. Alors, en cas d'échec d'implantation, est-ce que tu préconises... Je reprends les questions qui nous ont été posées en amont et qui concernent, voilà ça. Préconisez-vous le test Kirachella? alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence que ce test-là, ça donne plus de nouveau-nés à la maison, pour le dire d'une façon. D'accord? Et surtout, ça n'a pas de sens si on n'a pas vérifié avant qu'on a testé les embryons. D'accord? C'est-à-dire les recommandations des sociétés scientifiques ne le recommandent pas. D'accord? L'européenne, l'espagnole. Quand il y a des échecs de nidation et on a tout fait, c'est-à-dire on a vérifié l'utérus, les examens qui ont une évidence derrière, et qu'on a fait un DPI, alors on peut pousser sur les choses où il n'y a pas tellement d'expérience et où il n'y a pas tellement d'évidence. Mais c'est vrai qu'après les 3 transferts d'embryons testés par DPI, le taux de nouveau-nés, c'est 95%. Donc, finalement, c'est vrai que c'est très peu fréquent d'avoir besoin de tester d'autres examens qui n'ont pas une évidence claire. Nous, à la clinique, on le préconise pas forcément puisqu'il n'y a pas une évidence derrière et il n'y a pas un soutien des sociétés scientifiques de fertilité. Techniquement, c'est faisable, mais il n'y a pas une indication de le faire. Alors, du coup, donc tu as dit que la principale raison de l'échec d'implantation, ça venait de l'embryon. Donc, on sait qu'en France, malheureusement, pas faire le DPI, donc on peut pas tester les embryons. Donc, quand on a un nombre d'échecs d'implantation, ta préconisation à toi en Espagne, ça serait de faire le DPI pour déjà éliminer. On est d'accord? Oui, ça appartient au diagnostic même, comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand on fait le DPI, on peut comprendre si c'est côté féminin, côté masculin, si c'est mixte. Et donc, si, alors du coup, on va parler d'échec d'implantation d'embryons sains. Donc, on va éliminer le fait du DPI. Oui. Et du coup, donc,
Si vous êtes à l'étranger, privilégiez de faire le DPI sur vos embryons. Si vous êtes en France, on va estimer que les embryons sont bons et on va aller voir d'autres causes pour essayer d'éliminer d'autres causes. Donc, du coup, qu'est-ce que tu préconiserais comme examen s'il y a des échecs d'implantation avec des embryons sains ou si on ne peut pas faire le DPI, quoi? Oui, ça c'est très important parce que vraiment parfois on se surprend, non, chez les femmes je sais pas, au-delà de 40 ans, qu'on a 13 embryons analysés et les 13 sont malades. Ce qui veut dire que peut-être au bout du troisième transfert, on va faire plein d'examens pour essayer de trouver une cause de pourquoi ça marche pas, que tout s'avère normal, mais on n'a pas pu tester les embryons. Alors ça, je comprends qu'en France, c'est compliqué, mais surtout, il faut aller pas à pas. C'est-à-dire, imaginons qu'on ne peut pas faire le DPI ou qu'on ne le fait pas et qu'on veut chercher toutes les autres choses. Alors, la première chose à faire, c'est vérifier. Si on a fait le DPI, que l'embryon est sain, mais que ça s'accroche toujours pas, quoi. Alors, c'est ça. Alors, on va faire souvent des tests de coagulation, d'accord? On va vérifier qu'il n'y a pas un syndrome antiphospholipidique, d'accord? Qui peut être complet ou incomplet. Ça, c'est une prise de sang où on regarde quelques paramètres. Et le syndrome antiphospholipide, c'est une maladie auto-immunitaire qui atteint la femme elle-même et pendant la grossesse, ça peut faire comme des petits caillots et il faut faire le suivi pendant toute la grossesse et parfois il faut ajouter un traitement complémentaire, d'accord, pour fluidifier ce sang et moduler l'immunité, d'accord. Ça serait une des causes les plus fréquentes d'échecs de nidation ou de fausses couches à répétition, d'accord. Après, il faut vérifier aussi qu'il n'y a pas d'autres mutations génétiques qui peuvent donner des troubles de coagulation. Si tout ça est bon, en parallèle, on a regardé aussi l'utérus. D'accord. Et ça, d'habitude, nous, on propose de faire une hystéroscopie, que c'est une petite caméra où on va regarder devant la cavité de l'utérus pour vérifier qu'il n'y a pas un polype, un fibrome, des adhérences, qu'il n'y a pas des petits points rouges qui peuvent nous faire penser à une infection ou à une inflammation. Et parfois, à ce moment-là, on peut aussi faire une biopsie d'endomètre, c'est-à-dire on prend un petit échantillon de la cavité dedans l'utérus pour pouvoir analyser qu'il n'y ait pas une infection cachée ou une inflammation ou que l'endomètre n'est pas OK pour cette nidation. D'accord? Et on regarde souvent un paramètre qui s'appelle CD138, que c'est combien de cellules plasmatiques il y a dans l'endomètre, que c'est lié à dire s'il y a une endométrite chronique ou pas. D'accord? Ça, c'est un peu en général. Après, on demande aussi des cultures. D'accord? Des cultures du voie vaginale, voie cervicale du col de l'utérus, qui n'est pas une chlamydia, une héréaplasme, un mycoplasme, ou quelque infection qu'on a peut-être de longtemps, mais qui n'a pas donné de symptômes, qui est asymptomatique, Qui est en mais silence. qui était là et qui faisait qu'il y ait cette inflammation qui ne permettait pas l'annulation. D'accord? Alors, on regarde. Après, on peut aussi vérifier le spermogramme. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut vérifier avec des techniques, voir si les spermogrammes avaient des aneuploïdies, avec le fiche ou la fragmentation de champ sain ou de champ double, que la fragmentation elle est aussi liée à l'évolution de l'embryon. Ça, d'un côté, non? Utérus, la qualité du sperme, les soucis qu'on peut avoir en parallèle, ça c'est un peu les examens qui ont une évidence médicale derrière. D'accord? Si tout ça est normal et ça continue à pas s'accrocher et qu'on n'a pas le droit de faire un DPI, que c'est la première chose à faire quand il y a un échec de nidation, mais alors on peut regarder un peu plus le microbiome, d'accord, vaginal ou endométrial. Il n'y a pas une grosse évidence derrière. On ne recommande pas forcément parce que ce n'est pas très clair et surtout que le microbiome peut changer tous les mois par rapport aux hormones, puisque les hormones changent le pH du vagin et le changement du pH peut changer les lactobacillus et les habitants du vagin, pour le dire d'une façon. Donc, ça peut changer, mais c'est une information qu'on a le droit de regarder. D'accord? Et nous, ce qu'on veut quand parce qu'on sait qu'il y a des infections qui sont liées à l'altération du microbiome, d'accord? Comme la vaginose bactérienne, que c'est le Gardnerella vaginalis, peut altérer cette relation du microbiome et ça peut altérer aussi avec les infections par rapport au HPV, non?
Alors, c'est des choses qu'on peut regarder. Il n'y a pas une évidence derrière, mais que ça pourrait avoir un sens du point de vue physiologique. Surtout, c'est ça, ce qu'on fait. D'accord. Là, j'ai une question sur l'adénomiose. Est-ce que l'adénomiose peut être une cause d'échec? Alors, l'adénomiose, ça dépend. Il y a beaucoup de décrets d'adénomiose. Il y a différentes formes d'adénomiose. D'accord. Il y a parfois des adénomioses qu'on voit dans le myomètre, que c'est la partie musculaire de l'utérus. Bon, qu'on la voit, elles sont là, mais c'est un peu comme l'endométriose, c'est-à-dire on peut essayer de la traiter, de la bloquer ou de la minimiser, mais ça va aller, d'accord. Mais après, il y a les adénomioses qui peuvent être très graves, que quand on fait l'hystéroscopie, on la voit dans la cavité, d'accord. On voit des cryptes d'adénomiose et ça peut jouer un rôle aussi dans les échecs de nidation, d'accord. Mais ça, on le verrait dans la première partie de l'hystéroscopie, dans le polype, le fibrome, le myome et aussi l'adénomiose ou l'endométriose. Ben justement, il y avait une question après des transferts frais et transferts congelés, donc du coup qui ne sont pas implantés, avec endométriose et adénomiose, quelles seraient les solutions à part le don d'ovocytes? Alors, oui, parce que si on part sur un don d'ovocyte, c'est comme faire un DPI presque. D'accord. Parce qu'on part chez un ovocyte qui a moins de 34 ans, pour le dire d'une façon. Et là, le problème, voilà. Donc elle aurait, avec l'endométriose, elle aurait peut-être des ovocytes altérés. Oui, parce que l'endométriose, ça peut aussi gêner un peu l'ambiance ovocytaire, de maturation des follicules, ça peut avoir un rôle aussi dans la qualité des ovocytes. Alors, mais c'est vrai que si on réussit à avoir des transferts d'embryons à J5 qui sont jolis et de bonne qualité, alors il faut aussi regarder un peu, peut-être que c'est pas forcément l'ovocyte, ça dépend de l'âge toujours. Et ben, il faut faire un traitement adéquat à chaque patiente et de façon personnalisée parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de différences entre une adénomiose qui peut sembler qu'on a quand on a eu plusieurs enfants, que parfois il y a des vaisseaux, des cryptes et la ligne n'est pas très nette entre l'endomètre et le myomètre, d'une adénomiose vraiment très grave qui a toute l'affectation du point de vue endométriel. Alors, il y a des traitements, on peut bloquer les ovaires, on peut faire des préparations des endomètres par voie hormonale. Nous, on préconise toujours, si c'est possible, et on a un âge bien où on a les cycles réguliers, de faire le transfert sur un cycle naturel. Alors, il semble que les résultats sont meilleurs. Alors justement, il y avait une question là de quelqu'un qui est sur cycle naturel. Est-ce qu'une ovulation à J9 avec un endomètre à 8, jusque-là tout va bien, sur cycle naturel est mauvais pour un transfert? Pas forcément. Pas forcément. La littérature dit qu'idéalement, il faudrait avoir 10 jours seulement avec des estrogènes, pour le dire d'une façon. Mais finalement, une chose c'est la littérature et après c'est le jour à jour. Et si l'endomètre il est joli, il est triple feuillé, le taux d'hormones est concordant, le follicule est beau, on a des grossesses et ça marche très bien. Et le cycle naturel, ça protège la maman pendant la grossesse. Non, ça semble qu'il y a une amélioration par rapport au risque de prééclampsie. Et ça, c'est aussi important. Une autre question était, est-ce qu'on a plus de chance si on transfère 2 J5? Non, on n'a pas plus de chances de grossesse, on a plus de risques d'avoir des jumeaux. Ou des triplés? Ou des triplés. Il ne faut pas transférer 2 embryons, surtout à J5, parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour risquer la santé de la maman et des bébés en transférant de J5. C'est probable que ça finisse bien, mais il faut quand même garder en tête que 50% des jumeaux sont prématurés. Que si ça arrive après 34 semaines, mais plus ou moins, ils ont les mêmes complications qu'un bébé à 37 semaines au terme, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont besoin un peu d'incubateur et ça, mais sinon, ça peut avoir des risques, non? Des risques de complications graves pour les bébés, d'accord? Alors, ça ne montre pas le taux de grossesse total, parce que si l'embryon va s'accrocher, il s'accroche si on en met un que si on en met deux, d'accord? Mais par contre, si on a un qui avance bien et l'autre qui avance pas, ça peut risquer peut-être un saignement ou des complications. Donc, jamais 2 embryons J5. à J5, ni à J3. Jamais.
Alors là, il y avait une question qui est passée là, à savoir si, bon, on n'est pas trop sur les échecs d'implantation là, hein, mais à savoir si on peut tester avant 15 jours après transfert. Alors, oui, si on a fait le transfert d'un embryon qui a 5 jours de vie, à J5, on peut faire le test de grossesse 10 jours après le transfert. 10 jours après le transfert. Là, il y a une nouvelle question. Est-ce qu'il y a plus de chances de réussite entre un transfert de J5 ou un transfert de J6? Alors, d'habitude, les embryons, globalement, c'est mieux quand ils sont à J5. D'accord? Pourquoi? Parce que ça signifie qu'ils ont eu son développement du côté morphocinétique à une vitesse correcte, à celle qui correspondrait. C'est-à-dire à J5, ils ont réussi à faire le blastocyste. D'accord? Après, c'est vrai que parfois, on les laisse un jour de plus pour voir s'ils finissent à faire son développement correctement. Et parfois, on a des embryons qui sont top des 5 à J6, ils ont de très bonnes chances aussi. Et ça nous permet de voir ce qui allait se bloquer, de ne pas les transférer trop tôt ou de les congeler. Donc, c'est toujours mieux globalement un embryon à J5, mais les embryons à J6, on a aussi des très bons taux de grossesse. Alors, embryon bien classé. Bon, on ne sait pas s'il a passé le DPI ou pas. Saignement à J6. Oui. Pourquoi il ne s'implante pas? Le saignement à J6, ben, ça peut être après le transfert, J'imagine j'imagine. que c'est J6 après le transfert, Et donc j'imagine que c'est ça la peut être un progestérone. peu par rapport au col de l'utérus. Parfois, il y a des petits saignements, la glaire qui se mélange, d'accord? Ça c'est pas très préoccupant. C'est des choses qui peuvent arriver, d'accord? Ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Et pourquoi il ne s'implante pas? Ben, je ne sais pas. Il faut faire toutes les études pas à pas et rien oublier. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un saignement à J6 et un embryon qui s'implante pas, on est plutôt sur une chute de progestérone, quoi. Ça dépend. Nous, on la vérifie, la progestérone. Oui. Alors, la progestérone, on la vérifie toujours le jour avant du transfert ou le jour même du transfert. Alors, c'est bizarre qu'à Jessie, si elle était bien le jour auparavant. Alors là, on peut pas savoir du coup le cas de la personne. C'est difficile. Voilà. En France, ils testent pas forcément la progestérone. Moi, je sais que mes clientes, je leur fais toujours tester la progestérone. L'évidence dit que ça peut jouer un rôle. Alors, c'est mieux de la tester, au moins pour comprendre, parce que si on voit qu'on fait les transferts avec des progestérones très faibles, ben peut-être par là, on a une petite explication. Alors là, au niveau des questions sur les échecs d'implantation, ah, si, il y a eu une question. Combien de temps faut-il pour refaire un transfert suite à un échec? Alors, ça dépend. Temps obligatoire à attendre, il n'y a pas un temps. S'il n'y a pas eu de grossesse, on pourrait enchaîner un transfert derrière l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Que d'habitude, quand il y a un échec, on demande de compléter les examens. Et ça entraîne investir du temps d'attente. Parce que parfois, les examens, c'est pas rapide. Parfois, il y a une altération qui s'avère, il faut attendre un rendez-vous avec l'endocrinologue, l'hématologue. Bon, il y a plusieurs rendez-vous non, à faire. Et ça peut tarder. Mais s'il n'y a pas eu de grossesse, c'est comme un cycle normal et on pourrait enchaîner tout de suite un autre transfert. Là, il y a une autre question, c'est de savoir comment on teste la progestérone, mais en fait, c'est simplement une prise de sang, la progestérone. Oui, la progestérone, c'est une prise de sang qu'on fait le matin avant le transfert ou la veille. Nous, si on peut, on fait la veille, comme ça on a un peu plus de marge pour ajouter Des ovules un complément avec la progestérone. ou des piqûres. Oui, ou des piqûres. Et d'habitude, on ajoute des piqûres sous-cutanées parce que l'absorption, elle est plus directe, pour le dire d'une façon. D'accord? C'est vrai qu'après, ça devient un peu pénible de faire le traitement avec la progestérone. Bah, ce qui est pénible avec les piqûres, surtout, alors bon, déjà, c'est des piqûres, c'est de la progestérone, donc ça peut avoir beaucoup d'effets, et c'est surtout pas remboursé par la Sécu. Oui, que nous, en Espagne, on est habitué à qu'on ne soit pas remboursé par la Sécu, mais c'est vrai qu'en France, Ouais. c'est des choses. Et c'est très cher. Et c'est cool. Alors là, il y a une autre question. Bonjour. Pourquoi avoir un taux de progestérone à 10 avant transfert? Si c'est pas le cas, j'imagine que c'est en deçà. Quelles sont les causes? Alors, les causes, la progestérone à 10,
La valeur seuil, ça dépend un peu des cliniques parce que ça dépend aussi des laboratoires. D'accord? C'est-à-dire chaque clinique a regardé ses taux de grossesse, de fausse couche, d'échec. Et avec le laboratoire, on met un seuil. D'accord? Nous, on a 10, mais il y a d'autres cliniques qui ont 9 ou 11 ou 12. D'accord? Donc, ce n'est pas un chiffre exact. Moi, c'était 9, hein, ma clinique. Hein. Oui, ça dépend un peu. Si elle est faible, ben, il faut ver, ça peut être pour des troubles d'absorption par voie vaginale parce qu'elle s'absorbe bien, pas bien, ou parce que le traitement n'est pas bien suivi, ou parce qu'on a oublié un ovule, ou parce que tout simplement la progestérone elle est très labile et l'absorption voie vaginale elle est un peu erratique. De façon, elle n'est pas exacte pour tout le monde. D'accord? Alors parfois ça suffit d'ajouter des ovules entre les deux fois qu'on les prenait, ou parfois il faut partir sur les piqûres, c'est plus automatique pour de toute façon. Ah, comment on sait si l'implantation a réussi après transfert sans attendre la prise de sang? Bah, on ne sait pas. Il faut On arrêter ne de sait chercher pas, des on ne signes. sait pas, on Voilà. ne sait pas. Malheureusement, il faut être patient. C'est un parcours dans lequel il faut être patient. Et voilà, il n'y a C'est pas de signes. Voilà. Tous les non. signes vont être très différents Et pour plein de surtout, personnes. exactement, et surtout qu'avec les hormones, ça peut fausser tous les signes. C'est-à-dire, on peut Avec la avoir progestérone, on peut avoir tous les symptômes de grossesse et pour autant pas être enceinte. Moi, je vois beaucoup passer, on entend beaucoup parler aussi de saignement de nidation. Alors, moi, je vais vous rassurer tout le monde. Ma grossesse que j'ai fait en 2020, je sais plus, 22, je n'ai eu aucun saignement de nidation, mais rien du tout. Mon dernier transfert où j'ai fait une fausse couche précoce, donc j'ai quand même eu une grossesse, enfin ça s'est accroché, j'ai eu des saignements de nidation. Donc en fait, on peut en avoir comme on peut ne pas en avoir, donc il n'y a pas de signe. Et je n'avais aucun signe à chaque fois qu'il y a eu une implantation, je n'avais aucun signe. oui. Oui, ça c'est Attendez 10 jours après le transfert. oui, il faut attendre, il faut être patient. Je sais que c'est C'est un dur. processus très dur, mais bon, et si on a besoin d'aide ou de voir comment passer ce temps, ben, vous pouvez parler aussi avec Émilie, donc il y a un peu la coaching dans ce sens-là. Vous parlez de grossesse gémellaire. Non, là, ici, pour l'instant, là, on parle des échecs d'implantation. En cas d'échec de transfert, on peut nous faire des examens complémentaires, mais au vu de tous les examens que l'on fait en amont du transfert, quels peuvent être ces examens? Alors ça, on a parlé des examens au début du live, donc vous pouvez regarder le replay. Anna vous cite les examens qui peuvent être faits justement pour vérifier pourquoi il y a des échecs d'implantation. Et une partie que j'ai oublié de parler avant, quand on parlait un peu aussi les causes, ben, il y a tout le côté lifestyle. Que, que ça, c'est aussi important, que peut-être on n'en parle pas assez, non? Et c'est des choses que c'est plus difficile de matérialiser ou de concrétiser, mais tout ce que c'est l'alimentation, le surpoids, l'exercice physique, le Les tabac, perturbateurs l'alcool, endocriniens. tout ça, c'est des choses que plus on s'approche de la normalité et on a une vie saine, un lifestyle adéquat avec du sport, de la musculation, un régime méditerranéen, en évitant les aliments ultra processés, mais ça peut aussi aider. Ouais, moi, c'est ce que je préconise à mes clientes. C'est bon, il y a le protocole médical, on suit le protocole médical, on fait les examens que préconise le médecin, mais on regarde aussi sa vie de tous les jours. Voilà. Donc, on va avoir une naturopathe pour avoir une bonne alimentation équilibrée, saine, adaptée à la fertilité. On regarde ses perturbateurs endocriniens. On surveille ses cycles aussi, parce que moi, je conseille souvent à mes clientes de surveiller ses cycles, parce que pour être sûr qu'on n'ait pas une carence quelque part, qu'on n'ait pas une défaillance hormonale, que l'équilibre est bien là, sur des cycles naturels. Oui. Attends, là j'ai vu une Oui. question. Pourquoi, si tous les examens sont OK, pourquoi ça s'accroche pas? Alors moi, je suis le cas pratique, si vous voulez, pour répondre à cette question. À un moment donné, la médecine a aussi ses limites. Oui. Et Il c'est y a ce aussi Dame Nature. Mm. c'est 5% que parfois on n'arrive pas à comprendre de pourquoi il y a ces échecs-là.
on peut toujours continuer à faire d'autres examens, peut-être aller pousser un peu plus. C'est vrai que ça dépend aussi de combien de transferts on a eu, d'accord? Comme je disais, quand si un embryon n'est pas testé, ben parfois on parle vraiment d'échec de nidation au bout de 4, 5 ou 6 transferts pour dire que ça ne va pas tenir, d'accord? Dans les meilleurs cas, avec toutes nos chances de notre côté, avec le DPI fait ou un endovocyte, avec tout regardé, le taux de réussite, c'est jamais 100%. Et ça, c'est un peu la médecine. C'est-à-dire, en médecine, on n'a jamais ni 0 ni 100%. Et c'est pas facile à gérer les pourcentages, mais c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément une explication. On peut pas D'accord? tout, que ça soit là, dans ce domaine-là ou dans n'importe quel domaine, tout n'a pas une explication, malheureusement. Oui, et parfois, il faut ou continuer à tenter ou voir un peu si on peut faire quelque chose d'autre, non? Parce qu'en plus, chaque année, il y a des nouvelles choses qui apparaissent en médecine, non? La progestérone, il y a 2 ans, on la regardait jamais. C'est-à-dire la médecine, elle évolue an par an, alors bon, parfois il faut Puis après, faire gaffe. tous les cas sont particuliers, en fait. Hein. Oui. Voilà. Il faut Oui, il y a des vraiment. cas plus compliqués que parfois on a des complications en parallèle, non? Pas forcément liées à la gynécologie ou à d'autres traitements. Parfois, que j'ai oublié aussi de parler de la thyroïde. Mm. Non? Ça La peut aussi thyroïde, le stress, le cortisol, tout ça, ça joue en fait ça, sur l'équilibre hormonal, sur le système immunitaire. Donc, voilà. Mm. c'est compliqué. Les échecs de nidation, c'est une des parties de la PMA les plus dures et les plus compliquées. Parce que parfois on fait tout et il n'y a pas une explication. C'est rare, hein, ça arrive 5% des cas. Mais bon, ça peut arriver. Mais bon, notre but, c'est essayer de faire tout le possible pour avoir l'explication ou pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Euh, alors là, s'il y a 2 échecs, vous faites quoi après? Bon, ça, il faut voir en consultation. Non, mais d'habitude, ça dépend. Vérifier qu'on a tout fait et sinon, voir si on Mm, retente. mm, mm. Après, des fois, tout va bien, il y a un échec et puis derrière, ça prend. Voilà. Après, Oui, c'est un peu dame nature aussi, comme quand les gens ils font naturellement. Pourquoi ce mois-ci ça marche mieux, ça a marché alors que pendant 6 mois ça n'a pas marché. Enfin, oui, oui, c'est. Au début, quand on parlait d'échec de nidation, il faut penser qu'on parlait d'échec de nidation même après avoir transféré entre 7 et 16 embryons pour dire qu'il y avait une problématique d'échec de nidation. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais moi, je vois des femmes qui ont fait beaucoup de traitements en France et qui arrivent en Espagne après avoir fini tous les PMA, toutes les FIV, qui ont fait beaucoup de transferts parfois. Mm, 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 mm. Petite question sur Matrice Lab. Alors sachez Matrice Lab c'est très très français quand même. Hein. Très français. Très français. Nous, moi, je le demande jamais, presque jamais. Je vois les patientes qui l'ont fait parce que ces médecins, ces docteurs, ben, en France, il est plus connu, ils le maîtrisent mieux, le Matrice Lab. Et finalement, ce que c'est une biopsie de l'endomètre pour voir un peu quelle est l'immunité, non? Si l'endomètre il est en sous-immunité ou en sur-immunité lors du transfert. C'est-à-dire, est-ce que l'endomètre va accepter l'embryon ou pas? Il n'y a pas une évidence médicale derrière que ça donne plus de nouveau-nés à la maison, parce que sinon, on le ferait à tout le monde. Peut-être ça peut aider ou ça peut aider à comprendre pourquoi ça marche ou ça marche pas. Nous, en Espagne, on n'a pas d'expérience avec le Matrice Lab et les études ne sont pas très concluantes. Alors, je ne le demande pas. On reste sur l'évidence médicale à la clinique et sur les tests qui ont une évidence derrière et qui sont recommandés par les sociétés scientifiques. Après, je sais qu'en France, on le fait beaucoup. Hein, et si, comme on travaille aussi avec des patientes françaises, si le gynécologue le fait, bien, on le respecte, on le suit et il n'y a pas de souci. D'accord. Il me semble avoir fait le tour des questions. Alors le but c'était que les lives durent pas
une heure, Voilà, ne non? dure Parce que sinon, pas c'est une difficile heure de parce revoir que ensemble. pour que ça soit court pour vous et est-ce que le taux de réussite diminue s'il y a 6 ou plus entre deux transferts? Je comprends pas la question. 6 quoi? Là, il va falloir préciser. 6 quoi parce que je comprends pas la question. Voilà. Est-ce que, si vous avez d'autres questions, allez-y, posez-les maintenant. Euh, hop, alors attends. 6 mois. Ah, s'il y a 6 mois entre les deux transferts. Non, c'est le temps, tel que temps, c'est pas une raison Mm, mm, mm. pour que ça diminue les chances de réussite. Sauf Et si pendant les 6 mois, vous avez suivi un traitement pour voilà, une une fois problématique. Si on vous dit il l'embryon faut il est 6 mois de créé, traitement pour, entre deux parce qu'il y a un traitement, c'est voilà, mais sinon. et souvent on n'est pas un mois près par rapport à l'âge s'il faut faire une nouvelle ponction. Mais tout de suite, on peut reprendre l'avion tout de L'avion, suite. ouais, tout de suite. Ouais. En fait, il n'y a aucune étude qui dise que l'effort physique, ça donne plus de fausses couches ou plus d'échecs ou moins de grossesse. D'accord? Donc, Moi, c'est ce a que je dis. priori, Quand je suis tombée enceinte, donc il y a 2 ans, le lendemain de mon transfert, j'ai fait une randonnée de 15 km en plein cagnard. Et pour autant, l'embryon s'est accroché. Donc, il n'y a oui. pas de. Oui, il faut penser que sinon l'espèce humaine peut-être n'existerait plus. Ouais, parce que ceux qui font des enfants naturellement, ils s'arrêtent pas de vivre. Hein, donc, Alors, il faut faire vie normale, c'est-à-dire éviter l'alcool, éviter le tabac. Pas, c'est pas le moment de faire la marathon, bien sûr, parce que tous les phénomènes où on s'épuise, comme une marathon, un triathlon, mais ça augmente l'oxydation et c'est peut-être pas le bon moment de le faire juste le jour du transfert ou le jour après. Mais ça, c'est du sens commun. Alors, il faut faire ce qu'on fait normalement en faisant attention à l'alimentation. Mais avion, et se voiture, faire train, plaisir. Se faire plaisir. Et du coup, procurer de la sérotonine, quoi. Oula, pardon, il se met à pleuvoir fortement, là. Mais voilà. Voilà, activer la sérotonine, c'est bien. oui, un peu, Euh, c'est ça. euh, Ouais, alors là, on va pas parler des traitements personnels. Voilà, c'est comme on disait, tous les traitements. Enfin, moi, je préconise toujours à mes clientes, écoutez ce que vous préconise votre médecin. C'est le médecin qui vous connaît, qui vous suit, qui vous fait les analyses, qui sait ce qui est bon pour vous et quel protocole est bon pour vous. Donc, on va pas répondre aux questions sur les protocoles parce que Anna n'y répondra pas si elle vous connaît pas et si vous n'êtes pas sa patiente. Je la connais. Oui, et non plus, même si c'est ma On patiente, va on va pas pas y répondre répondre là en en live. plus. Voilà. On va avoir Bien un rendez-vous. d'accord. Mais voilà, c'est toujours très personnel et surtout faites confiance à votre médecin et au protocole que vous conseille votre médecin. Si vous ne faites pas confiance à votre médecin, si vous remettez en cause son protocole, vous changez. Voilà, c'est. Oui, exactement. Il faut être en confiance parce que parfois c'est dur et c'est difficile. Et moi, j'ai eu des cas où on a fait peut-être un don d'ovocytes avec 5 beaux embryons qui n'ont pas marché. Et après, ça a marché avec une autre donneuse. Mais les embryons, ils étaient beaux pareil. Et à un moment donné, ça Mm, marche. mm, mm. Donc, c'est pas une explication comme ça qu'on a toujours. Mm, mm. Ouais, ouais, et puis ouais, enfin, moi j'ai souvent aussi hein, des abonnés sur Instagram ou des clientes qui me disent mon médecin me préconise ça, t'en penses quoi? Mais moi j'en pense rien en fait. Je suis déjà d'une, je suis pas du tout médecin, et en plus, je pense que tu répondrais comme moi parce qu'en fait, le médecin il a tout le dossier, il a tous les antécédents, et donc voilà, Oui, c'est à lui, voilà, c'est lui qui sait. exactement. Mm, mm, Et il faut le faire en mm, consultation, c'est pour mm, ça il y mm, a les cliniques. Et après, l'autre chose, c'est aider en faisant les lives pour approcher un peu le sujet, que ça mm, soit mm, mm, un peu plus simple, ou l'expliquer d'une façon plus générale. mm, mm. Mais après, il y a plein de petites choses Mm. qui peuvent nous échapper sinon. Alors, une dernière question à laquelle on répond, après on s'arrête, on va déjeuner. Est-ce qu'il y a moins d'échecs en France, Espagne, Belgique? Bon, ça dépend, mais c'est vrai qu'en Espagne, on a le DPI, on a le diagnostic préimplantatoire. Alors, probablement, on aurait les mêmes échecs si on ne l'avait pas. Ouais. Mais comme on peut identifier, avant de faire le transfert, les embryons qui ne vont pas donner lieu à une grossesse,
ben, on évite beaucoup de transferts qui donneraient ou un échec, ou une trisomie, ou une fausse couche. Alors, et ça, c'est toujours une chose importante à tenir compte concernant l'Espagne, qu'on est à côté et on a le droit de faire le DPI. Et ça, effectivement, ça nous enlève beaucoup de transferts Oui, qui n'auraient pas abouti, quoi. et parfois, ça nous donne aussi un peu de compréhension parce Ouais, que quand on voit que tous les embryons sont malades, c'est dur parce qu'on a payé, on a fait le traitement, mais ça nous aide à comprendre, on avance. on avance. Ouais. Du coup, je vous invite en complément on va plus répondre aux questions, on va vous laisser nous les mettre en commentaire du replay et on y répondra à ce moment-là ou nous les envoyer en privé et on vous répondra en privé sans problème. En complément du replay de ce live, je pense que ça peut être intéressant que vous regardiez aussi le live qu'on avait fait sur le DPI. Oui, Parce très, que très important. vraiment, dans ce live sur le DPI, on vous explique tout sur ce qu'est le DPI et en quoi c'est intéressant. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter On ici. va aller déjeuner. Voilà. Voilà. Le prochain live, on n'a pas décidé du sujet encore. Donc, on a déjà fait don d'ovocytes, DPI, échec d'implantation. Donc, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les transmettre en privé. Et vitrification, on a fait aussi, non? Et oui, Pas encore. si, on a fait vitrification aussi. Ouais, t'as raison. On a Oui, fait oui, oui. vitrification aussi, ouais. Donc, voilà, si vous avez envie d'un sujet particulier, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à regarder tous les replays et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en privé. On y répond avec plaisir. Exactement. Voilà. Et le 15 et le 16 mars, on se retrouve au Festival Bien-être et Fertilité à Lyon, où l'Institut Marquès sera à nouveau présent cette année. Et on fera des rendez-vous informatifs. Oui. C'est une nouveauté aussi. Voilà. On vous en reparle quand on a mis tout ça en place. Bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup, Anna, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, comme toujours, un plaisir. Et à bientôt tout le monde. Et n'hésitez pas à nous contacter en privé. On vous répond avec plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée.